Donc, rebonjour. Donc, avant de présenter la preuve du théorème de Karski, je vais faire des rappels sur les treillis complets, ou les treillis complets. Donc, un treillis, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça va être un ensemble équipé d'un préordre, qu'on va noter comme ça. Donc, pour rappel, un préordre, hein, c'est quelque chose qui est réflexif, donc x est indifférent à lui-même, qui va être antisymétrique. Donc, si x est indifférent à y, hein, ça entraîne que x égale y. OK? Et va être le troisième, c'est transitif. Là. Je ne le réécrirai pas. OK, vous êtes habitués. Cet ensemble-là, donc le x associé du préordre, va avoir la propriété que n'importe quel des deux éléments, son infinimum et son suprêmum, va aussi se retrouver dans l'ensemble x. Donc, prenons un exemple. Un des bons exemples que ça, c'est, par exemple, ici, leur temps positif, parce que ça me tentait, de l'espace euclidien. Donc, prenons n'importe quel deux points, ces deux points-là ici. Donc, ils ne sont pas nécessairement comparables. Donc, on voit très bien que le préordre, il n'y a pas besoin de la complétude, hein, ces deux trucs-là, avec le plus grand ou égal dimension par dimension qui ferait office ici de préordre. Je ne suis pas capable de comparer ces deux points-là. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. C'est différent, par exemple, de si je regardais ces deux points-là. Je sais que lui, dans les deux dimensions, il est plus grand. Par contre, hein, donc, qu'est-ce qui dit que c'est un treillis? Donc, ça ne pourrait pas être juste ces deux points-là. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que l'infinimum, hein, qui va être ici, et le suprêmum, ces points-là soient inclus dedans. OK? On va dire qu'un treillis est complet lorsque, en fait, pour n'importe quel sous-ensemble de ce treillis-là, l'infinimum et le suprêmum font aussi partie de l'ensemble. Donc, mon exemple ici de leur temps positif de l'espace euclidien en deux dimensions ne serait pas un treillis complet. Pourquoi? Parce que si je prends, par exemple, tout l'ensemble, donc il n'est pas borné ici en haut, hein, le suprêmum de tout ça, il n'est pas dans l'ensemble, ça serait l'infini. OK? Donc, clairement, ici, je n'aurais pas un treillis complet parce que la borne supérieure, ici, elle est à l'extérieur de mon ensemble. Donc, je pourrais utiliser les réels étendus, ajouter l'infini dans l'ensemble, ou je pourrais, en écho souvent des situations qui nous intéressent, on est capable de compacifier, hein, donc de regarder l'ensemble des éléments de l'espace euclidien à deux dimensions qui sont inférieurs ou égaux à, en fait, qui sont dans cette boîte-là. Et ici, bien, on aurait pour n'importe quel sous-ensemble que l'infinimum et le suprêmum font partie de l'ensemble. Pourquoi ça va être intéressant? C'est parce qu'on a déjà des théorèmes qui nous permettent de travailler avec l'espace euclidien. C'est qu'en fait, il n'y a rien dans ma définition ici qui vienne me dire que j'ai besoin de l'ensemble des éléments ici. Hein. Je n'ai pas besoin d'être dans un espace vectoriel. Donc, en particulier, ça va fonctionner même si je regarde, par exemple, et non pas les réels, mais tous les entiers positifs. OK, donc là, 1, 2, 3, 7 et 8. OK, donc le 0. Et donc, ça fonctionne même si je suis juste sur les entiers et je ne prends pas les chiffres à l'intérieur. Donc, essentiellement, en économie, les cas qui vont être intéressants par rapport à ça, ça va être des cas dans lesquels les stratégies peuvent être ordonnées. Donc, dès que les stratégies peuvent être ordonnées, ça va commencer à être intéressant. On va avoir besoin d'une hypothèse supplémentaire pour avoir l'existence d'un point fixe. Donc, le théorème de Tarski va nous dire que toute fonction non décroissante sur un treillis complet, donc un treillis qui a été complété, a un plus petit et un plus grand point fixe. Et pour vous montrer l'intuition, donc prenons un exemple simple dans lequel mon treillis complet, hein, c'est juste ces points-là. Et donc, essentiellement, c'est les entiers 0, 1, 2, 3, 4, là, ou 0, 1, 2, 3, si vous voulez. Comme ça. OK, et donc mes points fixes, hein, potentiels, sont ici sur la diagonale. OK? Donc, je dois construire une fonction. Donc, ça, c'est le domaine. Et ça, ici, c'est mon image. OK? Je dois construire une fonction. Supposons que je veux construire une fonction qui n'a pas de point fixe, okay? Mais qui soit non décroissante. Donc, clairement, si je pars ici à un premier point, bien, si la valeur de cette fonction-là, en ce point-là, c'est ici, ça sera pas, ça va être une contradiction parce que ça, c'est un point fixe. Donc, je ne veux pas que ce soit un point fixe. Il faut que je prenne
un de ces points-là en haut. Donc, construisons ma fonction. Tiens, je vais prendre des cercles. OK, donc ça, c'est ma fonction que je suis en train de construire. Même chose, donc je dois trouver une autre valeur ici. Si je ne la monte pas, ma fonction, j'ai un point fixe, donc je dois aller plus haut. Donc, je suis rendu ici. Si je me tasse, encore une fois, je ne peux pas, donc je dois encore aller plus haut. Donc les ronds ici, les cercles, c'est les valeurs de ma fonction. OK? Et donc là, rendu en haut de mon treillis, ici, je n'ai pas le choix, hein, donc parce que l'ensemble termine là. Donc, je dois aller ici. Et je vais donc nécessairement avoir au moins un point fixe. Donc, on voit ici l'importance d'avoir un treillis qui est complet, pas juste un treillis. Hein, donc, c'est essentiellement de là que ça vient, pourquoi je vais avoir besoin de la complétude. Sinon, je pourrais toujours continuer à essentiellement monter et jamais arriver à un point fixe ici. La complétude du treillis me permet de me force à un moment donné d'arriver essentiellement à la fin de l'ensemble et donc en termes très imagés et d'obtenir un point fixe. OK, donc je vais effacer ça et je reviens avec la preuve de façon un petit peu plus formelle. D'accord. Donc, j'ai inscrit le théorème ici pour un peu le discuter. Donc, toute fonction non décroissante, donc c'est une fonction, donc, et non pas une correspondance, qui est non décroissante, ça va être important, f de x dans x, sur un treillis complet, avec le préordre qui est ici, a un plus petit et un plus grand point fixe. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a plus qu'un un point fixe. Hein? Le plus petit et le plus grand point fixe peuvent être exactement le même point fixe. Par contre, si jamais il y a plus qu'un équilibre, ça veut dire que c'est un point fixe. Ces points fixes-là peuvent être ordonnés. Donc, essentiellement, il y en a un plus petit puis un plus grand par rapport à ce préordre-là. Donc, pour démontrer ça, on va commencer par définir un ensemble que je vais appeler M. Donc, je suis la preuve de votre livre. Donc, M qui va être quoi? Qui est l'ensemble des x dans x, tel que f de x est inférieur. Je vais dire inférieur, là, mais en fait, selon ce préordre-là, à x. Okay? Notez que, premièrement, M contient tous les points fixes, hein, parce qu'un point fixe, c'est lorsque f de x égale x et par la réflexivité, par l'antisymétrie, pardon, je sais que x égale f de x si et seulement si x est plus grand que f de x et f de x est plus grand que x. Donc, M ici contient tous mes points fixes. Je sais aussi que c'est non vide. Parce qu'en fait, le suprémum sur tout l'ensemble X est nécessairement là-dedans. Hein. L'élément le plus grand de tout mon ensemble est nécessairement tel qu'il est plus grand que la fonction appliquée à lui-même, parce que la fonction map aussi dans le même ensemble. Okay? Donc, on a un ensemble non vide qui contient tous les points fixes. Donc, je vais définir l'élément X qui va être l'infinimum de M. Okay? Et je vais argumenter que x tilde est un point fixe. Okay. Notez que si x tilde est un point fixe, c'est nécessairement le plus petit point fixe. Pourquoi? Parce que M contient tous les points fixes et x est le plus petit, hein, donc était la plus grande borne inférieure de tous ces points fixes-là. Donc, si c'est un point fixe, donc on va y aller en plusieurs étapes. On va premièrement montrer que x tilde appartient à M. On ne l'a pas encore démontré. Donc, mais si c'est réellement un point fixe, alors c'est nécessairement le plus petit point fixe. Donc, tel que je vous ai dit, la première étape, c'est de dire que donc, si x tilde est un point fixe, x tilde doit nécessairement appartenir à M. Donc, la première étape va être de montrer que x tilde appartient à M. Donc, je sais déjà que x tilde appartient à x parce que j'ai un treillis complet, mais je dois montrer que x tilde appartient à n. Donc, pour montrer qu'il appartient à n, je dois montrer que f de x tilde, essentiellement, est plus petit que x tilde. Et comment je vais faire ça? Donc, je vais premièrement montrer que, et là, je regarde mes notes parce que j'ai oublié. On a nécessairement, pour tout élément, donc x tilde, hein, parce que c'est l'infinimum, x tilde est moins bon que x pour tout x dans M. Okay? Et puisque j'ai une fonction non décroissante appliquée là-dessus, je sais aussi que f de x tilde moins bien que f
de x. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste appliqué la fonction f, donc elle va préserver l'ordre parce que c'est une fonction qui est non décroissante par rapport au préordre ici. Donc j'ai ça, j'ai juste appliqué. Mais puisque x, je pourrais marquer ici tout de suite pour tout x appartenant à m, OK? Puisque x appartient à m, de ma définition ici, bien, je sais que f de x est moins bon que x. Et ça, c'est vrai pour tout x dans m. Qu'est-ce que ça vient de dire? Ça vient de dire que f de x tilde ici est une borne supérieure, une borne inférieure, pardon, à tous les éléments x de mon ensemble m. Par contre, x tilde est la plus grande borne par la définition d'un infinimum. X tilde est la plus grande borne inférieure. Donc, si f de x tilde est une borne inférieure, mais x tilde est la plus grande borne inférieure, j'ai nécessairement que x tilde est plus grand que f de x tilde. OK? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement la condition que j'ai besoin pour être dans M, et donc que x tilde appartient à M. OK? J'efface ça et je reviens à la suite de la preuve. Donc, faites un petit peu de ménage. On vient de montrer que x tilde appartient à M. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? X tilde appartient à M. Je vous rappelle votre définition des éléments dans M. Ça veut dire que x tilde est plus grand que, ou est meilleur, dépendant de comment vous l'interprétez, que f de x tilde. OK? De la définition de qu'est-ce que ça voulait dire être dans M. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais prendre cette expression-là ici et je vais appliquer la fonction m. Et puisque f est non décroissante, l'inégalité, elle est bien respectée encore. Qu'est-ce que ça m'entraîne? Ça m'entraîne en fait que f de x tilde, OK, est aussi un élément de M. OK? Parce que, juste essentiellement par définition. OK? Et ça, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais ça vient de me montrer que x tilde est un point fixe. Pourquoi? Mais parce que x tilde, c'est quoi? C'est la borne inférieure de M. Donc, si f de x tilde appartient à M, donc x tilde est inférieur à tous les éléments dans M, et en particulier à f de x tilde. Donc, je pars avec le fait, puisque c'est dans M, je vais le réécrire ici, donc j'ai f de x tilde qui est inférieur à x tilde. OK, c'est de la définition de M. Et je viens de montrer exactement le contraire ici, puisque f tilde est aussi dans x, donc que x tilde est inférieur à f. Donc, par l'antisymétrie, ça me dit quoi? Ça me dit que f de x tilde indifférent à x tilde implique f de x tilde égale x tilde. Donc, x tilde est un point fixe. C'est nécessairement le plus petit point fixe. Pourquoi? Parce que c'est l'infinimum sur M, et ça appartient à M, et M contient l'ensemble de mes points fixes. Donc, j'ai trouvé déjà mon plus petit point fixe. Comment est-ce que je fais pour trouver le plus grand point fixe? Je vous laisse faire en exercice. C'est en fait extrêmement simple. C'est exactement la même procédure, sauf que vous regardez un autre ensemble qui est les éléments f et les éléments plus grands, et vous regardez le suprémum à la place de l'infinimum. Donc, c'est vraiment la preuve symétrique. Donc, ça complète la preuve du théorème de Tarski.